Bien, bonjour à toutes et tous. Alors en effet, on me charge de conclure cette session et je voudrais, puisque la liberté m'en est donnée, convoquer déjà une figure, celle de Gilbert Rist, qui nous a par ailleurs très récemment quittés, et qui est l'auteur d'un ouvrage crucial, et je l'espère en tout cas fort connu ici, qui s'intitule « Le développement, histoire d'une croyance occidentale », qui est paru aux presses de Sciences Po, et qui, depuis sa première parution en 1996, a fait, et c'est assez rare en sciences politiques pour être mentionné, fait l'objet de 4 éditions successives et augmentées. Donc pour un ouvrage quand même de plus de 500 pages sur un objet, le développement, à ce point réifié, ininterrogé, axiome civilisationnel même, c'est quand même une gageure. Et Rist, donc Gilbert Rist, il fait le point sur, brièvement, les théories et les stratégies qui, globalement, depuis la fin des années 40, ont prétendu transformer le monde. Donc sa critique du développement et surtout du paradigme économiciste qui y est associé, met en évidence évidemment les contradictions qui sont nées, bon, on en a parlé tout à l'heure, très brièvement, des exigences de la croissance ici, et de l'urgence à protéger, sauvegarder la planète. Et sa conclusion était absolument nette, déjà. Nul autre chemin rationnel à prendre. Alors, entendez rationnel ici comme responsable, comme motivé par une saine connaissance des enjeux du monde et surtout de ses limites. Bref, nul autre chemin que celui de la décroissance. Alors, le même Rist, en 2019, je crois que c'est l'une de ses dernières interviews, dans un entretien, pour la revue internationale et stratégique, indiquait, et vous l'avez compris, c'est le cœur de mon propos, que la décroissance énergétique était absolument nécessaire. Et cela, évidemment, parce que la question de l'énergie, au prisme de la décroissance, c'est-à-dire au prix, je préfère préciser, de l'exigence d'une politique qui intègre le délai, sous-entendu le délai qu'il nous reste pour une action audacieuse, avant que d'atteindre l'immaîtrisable, etc., et qui intègre aussi, Camille Etienne en parlait très bien tout à l'heure, la matérialité, celle qui nous oblige, donc, qui intègre tout cela, soulève plusieurs enjeux qu'il a fort bien résumés, et que je reprends ici rapidement. 1. L'énergie est à la fois ce qui nous est évidemment indispensable et ce qui nous échappe. Donc on s'intéresse évidemment à la capter, on s'intéresse à évaluer les stocks, gaz, pétrole, charbon, donc les stocks dont on peut encore disposer, mais on néglige le fait qu'elle se dissipe irrémédiablement, c'est-à-dire, j'aime bien son expression, il dit elle est à usage unique. Premier point. Deuxième point, qu'il n'existe pas d'énergie renouvelable, mais seulement des sources renouvelables d'énergie, et la distinction est quand même, c'est pas la même chose. Et par ailleurs, je le précise, qu'une partie croissante des énergies fossiles est utilisée aujourd'hui pour fabriquer les installations nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables. Bref, troisième point important qu'il expose, c'est que, je peux résumer ça comme ça, on n'échappe pas aux lois de la thermodynamique. Et que donc, un développement illimité est impossible, mirifique, utopique, diraient d'autres, fictionnel, encore une fois, merci Camille Etienne de l'avoir rappelé. Et que ce rêve, cette fiction, qui est celui des économistes appartenant au courant dominant, est même dangereux, puisque, alors, je ne vais pas préciser ça, est même dangereux puisqu'il ne fait que accélérer, si ce n'est la fin du monde, du moins la fin de notre monde. Et donc, finalement, quels que soient les bouleversements que ça pourra entraîner dans notre style de vie, la décroissance énergétique est désormais nécessaire. Et ça suppose entre autres de renoncer à un imaginaire, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, il y en a beaucoup, mais un imaginaire en tout cas structurant, qui est absolument central, celui de l'abondance. Et ceci aussi, Rist le mentionnait en indiquant que certes, on va pouvoir compter encore, on peut compter sur l'amélioration du rendement énergétique, notamment des machines multiples dont nous dépendons, mais que la pénurie qui est annoncée, la pénurie d'énergie fossile, va entraîner à plus ou moins brève échéance, évidemment, des formes nécessaires de descente énergétique ou des formes nécessaires de, le mot souvent fait peur, rationnement. Et une manière d'y parvenir, indiquait-il déjà, serait d'instaurer donc, une carte carbone. Donc je suis personnellement assez satisfaite que la première proposition de ce groupe de travail dédié
porte sur ce sans quoi, Agnès Sinaï a très bien dit à l'instant, mais sur ce sans quoi qui quelque part affiche le ton d'une écologie politique audacieuse, qui, autrement dit pour d'autres, hein, peut être aussi possiblement irritant. Donc une écologie politique qui est sans myopie, qui va donc accepter d'intégrer comme préalable, permettez-moi de résumer très brièvement, d'intégrer l'enjeu central évidemment de l'épuisement et de la rareté, et du surcroît d'énergie nécessaire à la recherche d'énergie. L'enjeu aussi directement relié, et tout aussi politique que éthique, de l'équité et du partage, évidemment. L'enjeu aussi des multiples effets de nos choix, des impensés, des artifices peut-être même. Et alors là, je pense par exemple à l'ouvrage de Benoît Pelopidas, qui enseigne ici, je crois, Repenser les choix nucléaires, je ne savais pas qu'il ne fallait pas y toucher, paru aux presses de Sciences Po, qui montre avec une rigueur sans faille que l'argument de l'inévitabilité du nucléaire n'est pas évidemment sans poser des questions scientifiques, et la première d'entre elles évidemment, c'est l'impératif de financement clair et de souci de la preuve qui soit non dégradé pour avancer sur des enjeux de cette taille, des enjeux tout aussi sociaux que politiques. Un enjeu également, on l'a dit quelque part tout à l'heure, mais je le résume ici, d'horizon, d'anticipation, de priorisation. Nous sommes tentés aujourd'hui souvent de subsumer les nécessités écologiques à celles de la décarbonation. C'est peut-être ignorer que d'autres problématiques avancent aussi, et elles aussi, avec force et constance, et que face à la dégradation de notre oikoumène, comme on dit souvent, hein, nous devons évidemment être pragmatiques, c'est souvent ça qu'on va nous agiter, hein, nous devons évidemment être pragmatiques, mais que pragmatisme n'est pas nécessairement cécité, et que ignorer les effets de ce que l'on promeut comme moindre mal n'est peut-être pas responsable, ni non plus durable. Un enjeu évidemment aussi on l'a dit tout à l'heure, je le précise, de recadrage culturel, qui va affecter tout notre rapport à la modernité. Parce que finalement, aucune pièce du puzzle ne peut être déplacée sans que ne se retrouve déstabiliser notre vision de ce qui fait le progrès. La technologie, l'industrie, enfin, c'était in fine toute une vision hein, qu'il convient de reprendre, et je précise ici, sans polémique aucune, que le 16 mars dernier, messieurs Sarkozy et Hollande ont été auditionnés, sauf erreur de ma part, madame la parlementaire, par une commission d'enquête parlementaire qui s'est penchée sur la politique énergétique française, et la cinquantaine d'auditions qui ont été menées ont conclu, ont en tout cas montré à une conclusion, une pauvreté réelle de vision industrielle. Donc, je salue, résultat ici aussi, hein, la seconde proposition faite, intégrant ce que devra être le monde de demain, c'est-à-dire moins arrogant, moins individuel, plus sobre, plus mesuré, et y compris dans nos sacro-saints déplacements. Un enjeu aussi de distinguo entre sobriété et décroissance, entre post-croissance et décroissance. Bon, on va pas avoir le temps, mais même si les affinités sont extrêmement fortes, il reste important d'en connaître les nuances. Et notamment pour mieux politiser la sobriété, et je renvoie ici à l'excellent ouvrage de Bruno Villalba qui s'appelle Politique de sobriété, qui vient de paraître, et je le dis juste pour la précision, Bruno Villalba enseigne à AgroParisTech et donc a enseigné aux fameux déserteurs. N'y voyez pas de lien de cause à effet. Un enjeu d'éducation, certes, mais plus largement de passation, de transmission, de circulation de ces données qui sont, de ces données compilées, hein, de ces savoirs d'un autre ordre. Il y a un très beau numéro qui va paraître à la nouvelle revue de psychosociologie à l'automne prochain qui s'appelle « Transmettre le désastre ». Qu'est-ce que ça engage? C'est un enjeu qui est malheureusement aujourd'hui central, de former sans conformer, d'enseigner sans prescrire, d'éduquer sans paniquer, d'éveiller à du grave. Bon, je suis aussi enseignante, ce sont des questions qui nous traversent. Mettre donc de la sobriété au cœur de toute éducation me semble également une mesure tout à fait conséquente, et donc je vous remercie aussi que ce groupe de travail y ait pensé. Une minute. Un enjeu enfin de structuration, que j'oserais dire métabolique, interrelié. Hein. Il n'y a aucun risque, aucune vulnérabilité, aucune insécurité qui ne peut être contenue, endiguée, sans avoir été d'abord préalablement, modestement conscientisée et portée politiquement. Camille l'a aussi rappelé tout à l'heure. Pour avoir un tout petit peu travaillé cet enjeu, je peux l'affirmer, dans des quartiers où on est déjà très exposé à une série d'injustices et de défaveurs, hein, pour nous dire,
Se mobiliser contre des mots qui sont souvent invisibles, l'écologie a cette particularité de ne pas être toujours saillante, ça n'est pas aisé. Et que le portage politique est donc une absolue nécessité. C'est autrement dit une solidarité, bien sûr, mais très robuste qu'il faut imaginer. Enfin, j'ajouterai un dernier enjeu, celui de l'humilité et peut-être de la certitude, assez mal avec, que l'action doit venir de tous. Je préciserai juste un point, 46% du parc social est aujourd'hui classé parmi le parc de logements le moins énergivore, contre 25% pour l'ensemble des logements en France. Et en matière d'émissions de gaz à effet de serre, le parc social est à 32% contre 43% pour l'ensemble des logements. Donc je dis ça, mais je ne dis rien. Les logiques de déni en matière de rénovation énergétique touchent plus nettement le parc privé, c'est-à-dire ceux qui pourtant ont davantage les moyens d'accompagner cette bifurcation. Souvenons-nous-en. Voilà. Et je terminerai peut-être en indiquant juste que nous pouvons nous réjouir de cette initiative. Je remercie grandement Gabriel Malek et toute l'équipe de Alter Capitae et tous les gens qui sont venus nourrir cette expertise. Donc nous pouvons nous en réjouir, mais nous rappeler aussi que si tout cela est absolument, évidemment, nécessaire, il est presque certain que ce sera assez vite faiblement suffisant. Et quelque part, ce qui me donne bon espoir, c'est de voir cet amphithéâtre plein et plein de jeunes. Je vous remercie.